l'initiation, mais moi je peux dire que je l'ai vraiment vécu quand j'étais enfant, adolescent, 11-12 ans. Mon grand-père sort 2 bouquins de sa bibliothèque, Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne et Le monde perdu de Conan Doyle. Et chose invraisemblable, ces 2 livres m'ont accompagné toute ma vie et j'ai fait toute ma recherche jusqu'à aujourd'hui pratiquement à partir de ces 2 livres. Si ce n'est pas ça un véritable acte initiatique. Hein. Et d'ailleurs, ma première thèse, c'était sur la structure initiatique dans Le monde perdu de Conan Doyle. Bon, voilà, on ne se refait pas. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je pense que Sylvain a fait un grand tour d'horizon des différents aspects de l'initiation. J'aimerais peut-être tout de même recadrer l'initiation avant peut-être de parler des formes actuelles, hein, c'est un petit peu le sens de votre question. Je peux prendre la littérature ou les littératures contemporaines. Il y a d'abord l'initiation avant la littérature. L'initiation, sans vouloir être pédant, c'est deux origines, comme Sylvain adore les étymologies. Voilà, d'où l'étymologie grecque et latine. Latine, ce qui nous met au commencement, hein, initium, et puis un autre terme grec qui nous renvoie à la mort. C'est assez curieux. Voilà presque une étymologie qui nous donne le début et la fin. Alors ce qui nous manque évidemment, c'est le 3e terme, qui est le renouveau. Ce que Sylvain a dit sur le sommeil est tout à fait intéressant. Sans le savoir tous les soirs, nous suivons un schéma initiatique. Nous sommes dans la vie, nous nous endormons, nous mourrons symboliquement et nous nous réveillons le matin. Voilà, c'est-à-dire nous avons survécu à la mort. Je vois déjà des gens qui vivent en ce moment une mort initiatique. Mais ce qui est très intéressant, d'abord, c'est que le sujet n'a pas toujours été, comment dire, les rapports de la littérature et de l'initiation. L'initiation est un phénomène qui est sans doute aussi vieux que le monde et qui a affecté d'abord ce qu'on a appelé à tort les primitifs ou les populations archaïques et qui, en fin de compte, la première forme pédagogique. L'initiation, en fin de compte, c'est le premier système éducatif. Et je pense qu'il faut sans arrêt avoir en tête le côté pédagogique de l'initiation, que ce soit d'ailleurs, on n'a pas le temps évidemment de faire le tour de différentes initiations, que ce soit dans un cadre, disons, mystique, religieux, militaire ou autre. Il y a de multiples formes de l'initiation, tout en sachant bien entendu qu'au départ, c'était évidemment le monopole des religions, les mystères d'Éleusis, etc. Bon, c'est très important tout ça, parce que tout le monde a en tête le mot mystère, 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 c'est extraordinaire, mais les initiés, les néophytes, les nouvelles plantes, comme on disait en grec, des mystères d'Éleusis, étaient appelés des mystes. Les mystes, c'était donc les initiés. Alors c'est assez intéressant de voir un petit peu l'évolution du terme aujourd'hui, où mystère est devenu synonyme d'énigme, où le mot mystery en anglais, en fin de compte, désigne curieusement le roman policier. Donc ça finit par zigzaguer à travers l'histoire et à travers les genres. Et en fin de compte, ce qui n'a pas bougé, c'est le rapport de sidération, je dirais, par rapport aux 3 stades de l'initiation. Parce que c'est tout de même extraordinaire de voir que depuis le début des temps, il y a des initiations bien sûr très différentes, et d'ailleurs dans la littérature on en trouve également des versions très diverses, mais il y a une structure figée, tripartite, que les maçons connaissent très bien. Hein. Comment ça se fait que depuis le début des temps, nous pensons par 3 hein. Cette trinité initiatique, en fin de compte, gouverne les premières civilisations, les premières cultures depuis le début des temps. Alors le rapport à l'écrit, le rapport peut-être d'abord à l'oral, le rapport aux contes, aux légendes, bien sûr, a conduit petit à petit dans l'histoire à transposer, je m'arrêterai là, de toute façon ce qui est peut-être un dialogue entre nous, à transposer dans
la littérature, comme on dit, hein, c'est un terme un peu vague, bon, ce qui commençait à défaillir ou à faillir dans le système religieux. Et donc, petit à petit, alors bien sûr, les chevaliers de la table ronde, le Graal, tout ça, ce sont des littératures, mais des littératures véritablement mystiques, sacrées, vraiment indemnes, je dirais, par rapport, par exemple, au monde contemporain. C'est-à-dire que l'initiation chevaleresque existait. Et quand Chrétien de Troyes ou Robert de Boron, tous les continuateurs, parlent du Graal et des questes de chevalerie, ils savent de quoi ils parlent. Le problème, c'est peut-on parler d'initiation quand l'initiation n'existe plus? Alors ça, c'est pour moi un thème tout à fait fondamental. C'est la déclaration. Je reprends Mircea Eliade, qui est tout de même le grand historien de l'initiation, malheureusement un petit peu oublié aujourd'hui. Merci Mircea, que serions-nous sans toi? Et je rends aussi hommage à quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'initiation et sur Jules Verne, c'est Simone Vierne, dont je viens malheureusement d'apprendre le décès. Je renvoie à un bouquin extraordinaire de Simone Vierne, qui est sa thèse d'ailleurs, qui s'appelle Jules Verne et le roman initiatique. Voilà une très bonne mise en bouche, si j'ose dire, des rapports de l'initiation et de la littérature. Et je terminerai simplement sur l'interrogation fondamentale d'Eliade: que devient l'initiation quand les mythes sont dégradés? Et c'est là, à mon avis, où on peut parler des rapports exacts, des rapports qui ne sont pas simples, entre le fait d'écrire et le fait, consciemment ou inconsciemment, de transposer des anciens mythes. J'espère que j'ai pas été trop. C'est la peur qui nous amène à aller vers cette destination. Oui, je pense que Sylvain pourrait également répondre à cette question-là. Ça, c'est un problème extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a oublié que la peur est pédagogique et que le premier système éducatif qu'on appelle toujours l'initiation, fût-elle tribale ou autre, comporte des phases qui sont absolument éprouvantes, c'est-à-dire avec des suites d'épreuves qui sont destinées à provoquer l'angoisse. S'il n'y avait pas une actualité gênante aujourd'hui, on pourrait presque parler de terrorisme initiatique, c'est-à-dire que tout est fait à un certain moment dans le processus initiatique pour terroriser le candidat plutôt que la candidate. On parlera peut-être d'ailleurs du problème de la femme dans l'initiation, mais je crois que c'est très important qu'on a oublié le rapport de la peur au sacré. Hein. Alors peut-être, si on a encore 2 minutes tout à l'heure, je pourrais parler de mon travail sur Lovecraft, mais enfin bon, c'est peut-être prématuré. Rapport à l'imaginaire, et qu'en même temps la littérature populaire, elle est le témoin des tensions et des carences de notre société. En fait, ce genre de littérature qui mélange les lieux, les époques, reconstruit ou réécrit, et de quelle façon c'est une réponse à la situation actuelle? Alors là, on touche du doigt évidemment quelque chose de très important. Je reprends un petit peu mon fil d'Ariane. Bien sûr, il est loisible de parler d'auteurs contemporains ou de la fin du XIXe siècle. Mais je crois d'une certaine façon que l'initiation qui a petit à petit disparu des civilisations, surtout occidentales, petit à petit a réapparu, en fin de compte, dans des modes littéraires assez surprenants. C'est-à-dire qu'on est passé des contes... Alors, le conte est déjà une dégradation du mythe, hein, et le conte est déjà une dégradation du schéma initiatique, bien qu'on trouve évidemment un véritable trésor ésotérique dans les contes. Hein. Je vous renvoie à Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées, etc. Bon, mais ça, c'est une tarte à la crème de vous montrer que le Petit Poucet ou d'autres suivent un itinéraire ordalique. Mais c'est vrai que c'est le 19e siècle, d'une certaine façon, qui va bousculer un petit peu le rapport
de l'initiation par rapport à la littérature, et j'aimerais en deux mots montrer qu'il y a continuité jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un monde qui était de plus en plus rationalisé, le schéma initiatique, c'était très très difficile de le garder dans sa manière, dans son intégrité. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a remplacé, en fin de compte, le schéma initiatique, d'une certaine façon qui n'a jamais disparu, c'est l'aventure. Et je dis l'aventure avec un A majuscule. Et puis, curieusement, parce que Sylvain, tu parlais de grands auteurs, hein, Marquez, Woolf, etc. Mais moi, ce que j'ai étudié et qui m'effare toujours aujourd'hui, c'est de voir que, d'ailleurs Eliade le dit quelque part, c'est la littérature populaire, notamment au XIXe siècle, ça continue aujourd'hui peut-être à travers les polars ésotériques et d'autres sous-genres, c'est peut-être justement la littérature dite populaire, avec évidemment ce côté péjoratif que tu évoquais, qui va devenir le réceptacle des mythes dégradés. Alors évidemment, après tout, Les Misérables de Hugo, c'est pas très très loin de la littérature populaire. Et on retrouve chez les feuilletonistes du XIXe siècle à peu près la même frénésie actuelle qu'ont les Occidentaux devant les séries anglaises ou américaines. C'est-à-dire qu'en fin de compte, rien ne prend fin. Ça, c'est très important. C'est parce qu'on retrouve inconsciemment le schéma initiatique derrière le feuilleton. On comprend que c'est fini. Non, ça recommence. Et il y a des personnages qui sont devenus non seulement des héros, mais des super-héros, mais qui étaient pratiquement pour les gens des personnes qui existaient. Tout le monde connaît l'histoire de Conan Doyle et de Sherlock Holmes. Hein, quand il fait mourir Sherlock Holmes, il y a des émeutes à Londres. Et donc, Conan Doyle est obligé, de le faire revivre. Et là aussi, on a un processus assez subtil qui fait que, comme le dit Campbell, je crois, un grand mythologue américain, les héros ne meurent jamais. Et je trouve personnellement qu'aujourd'hui, dans une période très troublée, aujourd'hui, disons, commence peut-être depuis les années 30, 1930, eh bien, je pense qu'on assiste évidemment à des phénomènes très inquiétants et, curieusement, en même temps, à une sorte de triomphe du héros. Dans des époques tourmentées, le héros revient nous parler, en fin de compte, de choses tout à fait fondamentales, et où on retrouve, je pense à Christopher Nolan et Batman, et les autres films de Christopher Nolan, c'est Interstellar, Inception, etc. Ce sont des véritables films initiatiques. Et là encore, si Eliade était vivant, il trouverait là où c'était absolument le plus inattendu, de voir en fin de compte que la veine initiatique est toujours vivante dans des formes que les Américains, comme vous le savez, appellent entertainment. Et en fin de compte, c'est justement dans l'entertainment, dans les feuilletons, dans les séries populaires, dans les comics, que peut-être il y a là un nouveau début de quelque chose qui redeviendra peut-être dans 100 ou dans 500 ans une nouvelle religion ou quelque chose, un nouvel idéal dont nous avons bien besoin. Donc ça, c'est un point qui me semble très important, et ce qui n'empêche évidemment pas d'essayer de trouver chez des auteurs dits classiques, évidemment, la même structure. Mais c'est tout de même le plus inattendu qui se produit aujourd'hui. Pour moi, le meilleur exemple c'est l'irruption du monstrueux. L'irruption du monstrueux commence au XIXe siècle. Il y a des monstres qui commencent à surgir dans la littérature fantastique, dans la science-fiction. Et l'année même où, à New York, tout s'effondre sur le plan économique, surgit King Kong. Et King Kong va devenir la créature des années 30, celle qui va, en fin de compte, incarner l'époque monstrueuse dans laquelle nous vivons encore d'une certaine façon. On ne sort pas du retour du monstrueux. Alors
vous le savez très bien, c'est une tarte à la crème une fois encore. Le héros combat le monstre, et on trouve ça dans les plus anciennes légendes, les plus anciennes traditions. Mais aujourd'hui, partout, vous trouvez des monstres. La dinomania, tout le monde sait, vos enfants connaissent ça par cœur, vos petits-enfants. Il y a une véritable adulation du dinosaure. C'est pas le dinosaure que les jeunes adulent, c'est le retour du monstrueux, le grand monstre qui vient nous parler d'autre chose, d'un autre temps, d'un autre rapport au monde et à la nature. Et ça, Conan Doyle est un génie pour moi, parce que Le Monde perdu de Conan Doyle 1912 a été le début de cette dinomania. Pour unique langage, dans la pâleur nacrée. Je signale au passage que le gothique date de la fin du XVIIIe siècle et qu'il continue aujourd'hui à triompher sur les écrans, dans les livres, dans la mode, etc. Le noir, comme si on portait le deuil de notre culture. Mais très important peut-être, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de maçonnerie, c'est important de voir en effet ce côté tout à fait esthétique de l'initiation lorsque la lumière paraît. C'est-à-dire qu'au noir succède la lumière. Hein. Et il faut bien voir que la troisième phase de l'initiation dont on a peu parlé en fin de compte, c'est justement le triomphe de la lumière, une nouvelle vie, une renaissance. Et là, je dirais qu'en termes littéraires, c'est le merveilleux qui suit le fantastique. Le fantastique, comme vous le savez, c'est vraiment l'irruption angoissante et quelquefois terrorisante, alors que le merveilleux, c'est plutôt le retour au monde de l'enfance. On n'a pas parlé de la fantaisie. Je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps. Mais la fantaisie est un phénomène extraordinaire aujourd'hui qui prouve que, en fin de compte, l'intérêt pour le merveilleux médiéval n'est pas mort. On continue de célébrer, même sous des plumes féminines, les exploits des chevaliers de la table ronde et des personnages féminins d'ailleurs de la quête du Graal. Donc il y a des choses qui ne meurent pas. Et j'observe que dans ce merveilleux, il y a une dose très forte de ce que vous appelez la beauté. Simplement dans, en fin de compte, la maturation lente et absolument inévitable vers le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'évidemment, on trouve ce gap, comme vous dites, entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Il est évident qu'à plusieurs niveaux, il y a beaucoup moins de production ésotérique, initiatique, fantastique, merveilleuse, etc. Et on va retrouver, en fin de compte, les chemins de l'initiation, curieusement, avec les grandes navigations qui vont projeter une lumière nouvelle sur un continent nouveau, l'Amérique, qui va devenir petit à petit, malheureusement, un lieu de terreur pour les indigènes, mais aussi un lieu merveilleux pour les colons européens. Et là, il va y avoir un curieux mélange, en fin de compte, de réalité et d'irréel. Il suffit de voir ce film que je vous conseille, qui est un pur film initiatique, c'est Nouveau Monde de Terrence Malick, hein, où on montre très bien que les premiers colons anglais voulaient vraiment, fonder ou retrouver plutôt le paradis terrestre des Amérindiens, et on sait ce qui s'est passé par la suite. Mais il y a encore cette jolie histoire de Pocahontas que je n'ai pas le temps de vous raconter, parce que j'ai ma thèse sur Pocahontas, qui est une thèse initiatique. Il faut dire pour ça mon bouquin qui s'appelle Nouveau Monde. Je suis désolé de parler de moi. Monsieur ? Oui, merci. Bonjour. En 2 minutes, bien sûr. Alors, bien sûr. Sinon, une minute. J'ai compris que vous voulez éviter ce sujet, mais juste un mot, s'il vous plaît. Hier soir, autour d'une table, mon complice et moi-même, qui sommes des grands Lovecraftiens, avons inventé une curieuse expression, c'est le matérialisme ésotérique. Mais bon, c'est un grand clin d'œil, bien sûr. Lovecraft, le grand mystère, c'est que nous avons une œuvre qui est conçue
par quelqu'un qui se déclare lui-même rationaliste, positiviste et matérialiste. J'ai essayé de montrer qu'en fin de compte, quelqu'un qui s'inscrivait dans la lignée la plus rationnelle pouvait accoucher d'une œuvre, disons, pas ésotérique, mais, disons, ou alors d'un ésotérisme laïque. C'est ce que j'ai appelé en sous-titre de l'horreur au sacré. C'est-à-dire, sans le savoir, à mon avis, Lovecraft, par sa découverte horrifiée et horrifiante de lieux innommables, en fin de compte, réussit à reconstituer des mondes qui sont, en fin de compte, des mondes avec une architecture qui rappelle étrangement le Moyen-Âge ou d'autres. C'est une architecture sacrée. L'architecture est sacrée de toute façon. Et en deux mots, parce que le problème est gigantesque, je ne sais pas si j'ai réussi à démontrer ce point, mais je pense qu'un auteur laïque, un auteur athée, peut écrire une œuvre religieuse. Je prends religieux dans le terme d'acception la plus vaste possible. Et c'est ça qui m'a passionné sur Lovecraft, parce qu'il y a un mystère, Lovecraft. Voilà. Je me tais parce que... Merci. Donc, il faudra attendre la sortie du livre dans un mois pour... Alors, une dernière question, monsieur. Merci en tout cas. Vraiment, je suis très reconnaissant, mon cher Antoine. Oh là là, mon Dieu, quelle question. Oui, on pourrait tenter des généalogies. De même qu'on a tenté de faire des ponts entre le gothique et le roman policier. D'une certaine façon, le détective, l'enquêteur, c'est le maître, c'est celui qui sait, hein, et qui va donc poursuivre des investigations dans un monde de ténèbres. Donc on peut, d'une certaine façon, mais avec beaucoup de prudence, on peut trouver en effet des traces peut-être d'antique initiation. Seul l'initié, d'ailleurs c'est ce que va faire le détective de l'occulte, hein, le détective de l'étrange au XIXe siècle, qui est un autre sous-genre. Le détective... Tu as travaillé là-dessus, justement. C'est la raison pour laquelle je te pose Merci. la question. Oui, le détective de l'étrange est un initié. Et donc c'est parce qu'il est initié, c'est parce qu'il sait des choses que le profane ignore, un petit peu comme Sherlock Holmes sait des choses que l'estrade ignore totalement, qu'il arrive à la réalité, à la vérité, pardon. Il y a donc une structure investigative très très forte. Bon, pour résumer d'un mot, tu connais cette expression, on passe de l'enquête à la quête. C'est une véritable quête. Et le polar ésotérique est la continuation de cette étrange trame fictionnelle. C'est très très curieux. C'est-à-dire, je pensais naïvement que le détective de l'étrange disparaîtrait. Ben non, ils renaissent à travers le polar ésotérique et le polar maçonnique. Il ne faut pas l'oublier. Dernière question.